Bonjour à tous et bienvenue au Vortex. Aujourd'hui, on est au pic du Midi et ensemble, on va voir comment lier art et science à l'aide de l'astrophotographie. Pour cet épisode, je serai accompagnée de Laura, astronome amateur et astrophotographe de la chaîne Astronomie Pratique, et Sébastien, astrophysicien et vulgarisateur de la chaîne Sense of Wonder. Et j'ai même un défi à leur proposer. Hello! Salut, Ça va? oui, toi? Salut Whitney. Ça va? Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette vidéo et aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse ça. Ah ouais, assez Oui, ambitieux. ouais, c'est possible. Alors déjà, ça correspond au pilier de la création, nous qu'on appelle M16, qui est une nébuleuse. C'est jouable, mais il va vraiment pas falloir s'attendre à obtenir ce résultat-là avec nos télescopes. Pourquoi ça? Plusieurs raisons. Déjà, cette photo, elle a été prise en infrarouge, donc nous, c'est pas ce qu'on utilise. Et en plus, elle a été prise dans l'espace surtout. Ça change quoi que le télescope soit dans l'espace? En fait, l'atmosphère terrestre, elle est remplie de vapeur d'eau, et la vapeur d'eau, elle a tendance à absorber la majorité des rayonnements infrarouges, ce qui fait que la majorité de ces rayonnements n'arrivent clairement pas sur Terre, donc si on a un observatoire terrestre, on ne peut pas voir les rayonnements infrarouges de l'espace. C'est pour ça qu'on envoie la majorité des télescopes infrarouges en orbite ou au-delà. Oui, et donc du coup, en plus de ça, la turbulence atmosphérique fait que les étoiles scintillent, on peut le voir d'ailleurs à l'œil nu. Et évidemment, ça va dégrader la qualité des étoiles sur nos images, et même l'image, de manière générale, va être un petit peu plus floue en fait. Ça, il y a certains observateurs qui arrivent à s'en affranchir aujourd'hui avec une technologie assez fou qui s'appelle l'optique adaptative. Alors l'idée, c'est d'analyser en direct les perturbations atmosphériques en créant une fausse étoile artificielle avec des lasers qu'on va tirer dans l'atmosphère. Et cette information, elle revient dans le télescope. Et en fait, le miroir du télescope, il est monté sur des petits vérins qui vont compenser en direct la forme du miroir pour compenser les effets de la turbulence atmosphérique. Mais c'est même pas la seule contrainte, enfin il y a plein de contraintes en fait à pouvoir vouloir reproduire cette image. Après il y a aussi le fait qu'on est sur Terre, donc la Terre tourne, donc ce qu'on voit au-dessus, les constellations, ça évolue au fil des mois. M16, elle se trouve dans la constellation du Serpent, donc qui est visible en été. Donc là c'est bon, on peut la shooter, elle est visible en ce moment. Ça, c'est un bon point. Après il y a aussi la météo. Il suffit d'un seul nuage pour que tout soit foiré, donc il faut vraiment choisir le bon moment. Et dans le sud, ça va, donc... Oui, du coup, le fait qu'on soit dans le sud, c'est cool pour la météo. Mais il y a quand même d'autres contraintes. La pollution lumineuse, ça, on en est un petit peu partout. Et en plus de ça, il y a aussi la Lune qui génère de la pollution lumineuse. Donc, pour des photos de ce type-là de nébuleuse, on veut éviter qu'elle soit là. Donc actuellement, elle est en dernier quartier. Donc c'est bien, en fait. Elle ne sera pas trop lumineuse, donc nickel. Ok, c'est cool alors. Ouais. Donc, good. Donc, je vais pouvoir tester de faire ça avec mon télescope. Évidemment, encore une fois, ça ne donnera pas exactement ce résultat-là. Déjà, moi, j'ai une focale bien plus petite. Donc, en fait, je zoome beaucoup moins que ça. Donc, on aura un champ bien plus large des piliers. La résolution, nécessairement, ne sera pas la même. Mais je pense qu'on peut quand même tenter d'obtenir un truc cool. Ok. On a tous les feux qui sont ouverts. Ça ne va pas être facile. Alors l'histoire de cette image, elle remonte au milieu des années 90. À cette époque, le grand instrument du moment, c'est le télescope spatial Hubble. Sauf que Hubble, il a un petit problème. Une fois qu'il arrive dans l'espace, on découvre que son miroir a un immense défaut, une sorte d'aberration optique, qui fait que le télescope, en pratique, il voit flou. Et là, c'est panique à bord, évidemment, parce que c'est une mission qui a quand même coûté plus d'1,5 milliard de dollars. Et donc, dans un geste désespéré, la NASA décide d'envoyer des astronautes sur place, sur le télescope, pour pouvoir installer un dispositif correcteur sur Hubble. Et là, miracle, ça fonctionne très très bien, la mission est un grand succès, et Hubble peut enfin faire des clichés qui sont à la hauteur de son potentiel. Et donc, pour marquer le coup, en 1995, la NASA décide de pointer son télescope vers une toute petite région de formation d'étoiles dans la nébuleuse de l'Aigle, qui est un nuage interstellaire à 6500 années-lumière d'ici. Donc dans le jargon, on l'appelle M16 parce que c'est le 16e objet du catalogue de Monsieur Charles Messier. Et donc le grand public se retrouve face à ces magnifiques colonnes de gaz et de poussière multicolores dont la forme a été sculptée par les particules et les rayons UV qui sont émis par des étoiles très chaudes à proximité.
Alors aujourd'hui, évidemment, on a l'habitude de voir ce genre d'image un petit peu tout le temps, mais en 95, personne au monde n'avait vu un tel paysage céleste. Et en plus, pour rendre la photo encore plus impactante, la NASA a décidé de puiser dans tout un imaginaire symbolique, déjà en lui donnant un nom très évocateur, les piliers de la création, ce qui lui donne une aura quasi mythologique, et puis aussi dans le choix de la composition, de l'orientation de l'image et des couleurs aussi. En fait, il y a une historienne de l'art américaine qui a beaucoup étudié ces choix, et elle a remarqué un truc assez rigolo, c'est que les images d'Hubble à destination du grand public, en fait, elles reprennent les codes esthétiques des représentations de l'Ouest américain des artistes romantiques du 19e siècle. D'accord. Donc par exemple, ces grands piliers là, ils évoquent des structures géologiques, des grandes formations géologiques qui émergent du désert. Cette espèce de bleu diffus qu'on voit là et qui est en fait dû à l'émission de l'atome d'oxygène. En fait, il évoque le bleu d'un beau ciel d'été, comme celui qu'on a à l'heure actuelle. Et donc c'est vraiment cette tension entre un paysage céleste complètement inconnu et le côté familier de ces représentations et de ces codes esthétiques qui fait que cette image, les piliers de la création, est aujourd'hui devenue l'une des images les plus mémorables de l'histoire de l'astronomie. Et ensuite, cette image, elle a été refaite plusieurs fois par plusieurs télescopes, la dernière en date étant celle du James Webb en 2022. Et du coup, cette image, qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à celle de Hubble? Parce qu'en fait, on voit que c'est beaucoup plus détaillé. Alors, c'est déjà beaucoup plus détaillé, mais on voit aussi des structures qui n'apparaissaient pas du tout sur la photo de Hubble. En fait, la grande particularité du télescope James Webb, c'est qu'il peut observer ce qui se passe à l'intérieur des nuages. En fait, quand tu regardes un nuage comme ça avec le télescope Hubble, donc dans le domaine du visible essentiellement, ce que tu vas voir, c'est un nuage de gaz qui est complètement opaque, comme si tu regardais à travers une grosse purée de pois. Sauf que quand tu les regardes en infrarouge, comme avec le James Webb, eh bien, tu peux voir ce qui se passe à l'intérieur parce que les nuages deviennent semi-transparents. D'accord. Et donc, ce qu'on observe en pratique, c'est les étoiles qui sont en formation à l'intérieur de ces nuages et qu'on peut observer avec une précision assez inédite. Donc, par exemple, si on zoome sur l'image du James Webb, là, tu peux observer des espèces de filaments un peu rougeâtres. Et bien, ces filaments, ils sont formés autour d'une jeune étoile en formation et ce sont des jets de matière supersoniques qui sont en train d'entrer en collision avec le gaz et la poussière environnante. Et donc ça, c'est des infos absolument précieuses pour les astronomes parce que ça va leur permettre d'affiner leur modèle d'évolution stellaire et de formation stellaire et donc de mieux comprendre les conditions dans lesquelles notre propre système solaire s'est formé. D'accord, en fait, c'est super stylé. Carrément. Au final, j'ai une très bonne nouvelle, Laura, tu ne vas pas avoir besoin de ton télescope car on va avoir accès au T50 que l'Observatoire Midi-Pyrénées nous met à disposition. Et en vrai, je pense qu'on va faire de super images. Wow. Belle bête. Ok, donc ça c'est ma caméra, c'est le modèle au-dessus de ma caméra en fait. Donc, ah ouais ouais, donc nickel, ça je connais. Là tu as une roue à filtre motorisée, c'est pareil, j'ai la même pour le coup, presque. Et en gros là on ne les voit pas, mais à l'intérieur tu as plein de petits filtres. Ouais. Et donc tu as un moteur et ça va permettre de faire tourner les filtres. Comme ça, si on veut changer de filtre, on n'a pas besoin de monter, démonter le truc, remettre le filtre. On a juste à changer sur le logiciel et puis ça tourne. Ce qui est plus pratique du coup. Ouais, ça permet d'automatiser un peu tout ça, donc ça c'est génial. Ok. Donc ça c'est le moteur de mise au point. Justement, la mise au point va pouvoir se faire automatiquement. Et puis bah évidemment le télescope quand même. Hein. Un peu le principal. Et d'ailleurs j'ai une question, on l'appelle T50, mais il vient d'où le 50 en fait? Le 50 c'est parce que c'est un miroir de 50 cm. Ok. 500 mm, ouais. Ouais, c'est juste ça. Juste ça, enfin, c'est super, super grand, quoi. Okay. Typiquement, en tant qu'astronome amateur, j'ai pas ça dans mon jardin. Ah oui, d'accord. J'aimerais bien, mais en fait, c'est génial d'avoir un diamètre super grand comme ça, parce que ça augmente la résolution. Et... enfin, la physique fait que ce sera impossible, évidemment, avec ma petite lunette, comme je disais, d'obtenir la même qualité qu'avec un télescope comme ça. Parce que plus le diamètre du miroir est grand, plus on absorbe de lumière, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Plus tu peux discerner des sources de lumière très très proches, en fait. C'est vraiment la résolution de l'image. On appelle ça le pouvoir de résolution dans le jargon. D'accord, ok, super. Donc c'est vraiment la taille qui compte en astronomie.
là, il est 1h33 du matin et on se retrouve devant l'ordinateur qui va nous permettre de piloter le télescope qui se trouve juste à côté. Et on va utiliser un logiciel qui va nous permettre de potentiellement faire une très belle photo de la nébuleuse M16. On va lancer le premier logiciel pour connecter le télescope et donc pouvoir le contrôler. Donc on va devoir contrôler donc la monture pour pouvoir faire bouger le télescope pour aller pointer M16 déjà dans un premier temps. Ça met un peu de temps à se connecter. Donc là, il connecte tous les accessoires avec, donc caméra, roue à filtre. Et donc du coup, on va aller pointer M16 déjà. Voilà, avec le ciel, avec les constellations, les étoiles, etc. Et normalement, il y va tout seul. Et donc ça, c'est parce qu'il y a un catalogue, il possède un catalogue d'énormément d'objets, donc il est capable tout seul en fait de savoir où se trouve l'astre et d'aller le viser. On va lancer quelques photos pour voir ce que ça donne et puis voir si la nébuleuse est là. C'est inquiétant si elle n'était pas là quand même. Donc là, on a la fenêtre de la roue à filtre. Parce que donc on a notre caméra, c'est une caméra monochrome, donc qui va prendre des images en noir et blanc. Et donc devant, on a une roue à filtre et dans la roue à filtre, il y a plusieurs filtres. Donc là, on a la liste de tous les filtres. Donc on va choisir l'un des filtres. On va prendre celui-ci, le H-alpha. Donc en fait, ce filtre H-alpha, il récupère toutes les bandes d'hydrogène. Et en fait, ça va être tout ce qui est dans les tons rouges. On va vraiment faire beaucoup ressortir tout ce qui est tons rouges de la nébuleuse. Et en l'occurrence, M16, il y a beaucoup de H-alpha dedans. Donc c'est pour ça que ça va être très intéressant. Et normalement, ça va être le filtre qui va nous donner les meilleurs résultats. Le capteur de la caméra qui est attaché au télescope est un capteur CMOS. C'est un type de capteur qu'on retrouve notamment dans la plupart des appareils photo et des smartphones sur le marché. On peut visualiser ce capteur comme une grille de pixels, dans lequel chaque pixel fonctionne comme un seau d'eau. Les grains de lumière, les photons qui nous viennent des astres, tombent dans chaque pixel comme des gouttes d'eau de pluie dans le seau. Plus le temps de pause de la photo est long, plus les pixels accumulent de la lumière. Et à la fin du temps de pause, ce signal lumineux est converti en signal électronique. Mais du coup, le capteur en soi ne distingue pas les couleurs, seulement les variations d'intensité lumineuse. C'est pour ça que notre image brute de M16 est en noir et blanc. Pour ajouter de la couleur, il faut qu'on l'observe à travers plusieurs filtres. Chaque filtre ne va laisser passer la lumière que si elle est dans une certaine gamme de longueur d'onde très précise, qui va dépendre des structures que l'on veut faire ressortir. Et à la fin, on va se retrouver avec plusieurs photos en noir et blanc du même astre, pris à l'aide de différents filtres. On assigne ensuite chaque filtre à une couleur primaire donnée, une pour le rouge, une pour le vert et une pour le bleu, et quand on les superpose, ça nous donne une image en couleur. En général, les images d'astro sont donc en fausse couleur, mais les structures qu'elles révèlent sont bien réelles. On peut déjà réfléchir au temps de pause qu'on va effectuer. Donc en secondes, il y a deux trucs super importants, c'est le temps de pause et combien de photos on prend, parce qu'en astrophoto, on ne prend jamais une seule photo, contrairement à la photo classique. On va prendre des dizaines, voire des centaines d'images qu'on empilera après au moment du traitement pour n'avoir plus qu'une seule. Je ne sais pas si 10 secondes, ce sera suffisant avec ce filtre-là, on peut tester. Et du coup, le temps d'exposition, c'est ce qui va permettre aussi d'avoir le plus de détails en fait, sur la photo. Oui, exactement. Plus le temps d'exposition est long et plus les détails vont ressortir. En contrepartie de ça, c'est vu que la Terre tourne, du coup, à un moment donné, alors on a des moyens de compenser, mais il y a un moment où nos étoiles, elles vont plus forcément faire des ronds, mais ça va faire des traits, des filets. Et en l'occurrence, c'est vraiment pas ce qu'on veut ici. Donc, il faut trouver le temps de pause maximal juste avant d'avoir justement cette dégradation de l'image. Okay. Et au niveau du nombre de photos, alors ça, il faut en faire le plus possible en fait. Plus on aura le temps de photos et mieux ce sera. Donc en fait, on va être limité par quoi ? Par l'heure qu'il est et le fait que l'astre va aller se coucher à un moment donné, va être trop bas ou va être carrément sous l'horizon. Ou alors si le soleil arrive et qu'il fait plus complètement nuit, là le ciel sera moins noir, donc nos photos seront plus aussi bonnes, donc c'est pas intéressant. On va mettre qu'une seule photo, ça sert à rien d'en mettre plusieurs pour l'instant, et puis simplement, on va cliquer sur démarrer, et puis on va voir ce que ça va donner. Ah, waouh, c'est magnifique. Ça ressemble pas du tout à ce que j'imaginais. Donc on a une magnifique image, ça pourrait être plusieurs solutions, mais bon, on sait qu'on a enlevé les caches, donc ça peut pas être ça. Le plus probable, c'est que le ciel, le télescope a tourné, la coupole n'a pas tourné avec le télescope, donc il va falloir aller tourner la coupole pour retrouver le ciel. Plan sauvetage coupole, on va sauver les étoiles.
Et donc là, on voit bien que le télescope, il vise la coupole. Je pense qu'on est bon. Qu'est-ce que t'en penses? On est parti. Test numéro 2. Ah oh, oui. yes. Oh là là. Oui. Ouais. Et c'est 10 secondes. Et c'est seulement 10 secondes en vrai. Et en fait, 10 secondes, obtenir ça en 10 secondes, c'est ouf. Ah là là. Waouh. Oh. Elle est parfaite. Ouais, c'est Elle est impressionnant. incroyable. Et encore une fois, c'est qu'une seule image. En fait, c'est tout le temps ça, l'astrophoto, c'est un compromis dans tout. Tu fais un compromis entre le temps que tu veux y passer, entre... là, en l'occurrence, c'est plus cramé, mais les noirs sont mieux, ça aurait pu être l'inverse. Donc, faut choisir, en fait, faut choisir ce qu'on préfère. En vrai, ça va. Là, je trouve que cette photo, c'est un bon compromis. Ouais, le fait que ce soit Il y cramé... a moins de bruit, déjà, c'est... Et au final, on reconnaît quand même les piliers de la création, en fait, sur la photo. On voit très bien les structures. On voit très bien la Ouais. structure, donc au final... Et on voit même des structures qui n'ont pas été imagées par le James Webb. Par exemple, là, on a un énorme pilier de poussière là qu'on surnomme la fée de la nébuleuse de l'Aigle. Et en fait, c'est un pilier qui est en train de s'évaporer. Donc peut-être qu'il est déjà plus là parce que on la voit telle qu'elle était il y a 6500 ans. Mais en tout cas, là, on la voit très bien. Et c'est très c'est stylé. trop cool. Ouais. Ah ouais, c'est giga stylé. On voit aussi des petites structures un petit peu globulaires là. Un globe de l'espace. C'est un globe, c'est littéralement comme ça qu'on les appelle. On les appelle ça des globules de Bock. Alors je sais pas si c'est la bonne taille, mais en tout cas c'est ça que ça m'évoque. Et un globule de Bock en fait c'est juste un nuage un nuage très sombre dans lequel une étoile est sur le point de se former. D'accord. Voilà. Je sais pas, on a culturellement acquis l'idée que la poussière c'était cracra et que c'était nul, mais il suffit de changer de point de repère et de regarder le ciel. Et là tout de suite la poussière devient un truc assez merveilleux quoi. Ce qu'il faudrait, c'est que on prenne par exemple 10 photos de rouge, puis après on prend 10 photos de bleu, puis après 10 photos de vert. Et vu que la roue à filtre elle est motorisée, il va changer de filtre automatiquement et on aura toutes nos photos. On va lancer et puis il va faire ses photos les unes après les autres. Alors par contre, à la fin, on n'aura pas de la photo finale, on aura tous nos fichiers. Et la photo finale, on n'aura pas demain non plus parce que le moment du traitement, où vraiment on va empiler toutes les images, on va travailler les couleurs, faire ressortir les détails, réduire les plein de trucs. Et ça, c'est hyper long, donc voilà. Il faudra du temps pour avoir la photo finale. Donc là, pour l'instant, on aura juste nos photos brutes. Let's go. Okay. Il y a 2 étapes au traitement d'une astrophotographie, le pré-traitement et le post-traitement. Le pré-traitement consiste à assembler toutes nos images. Parce que oui, après une nuit à photographier un astre, nous n'obtenons pas directement le résultat. Comme en photo classique, on va travailler l'image via des logiciels. Mais en astrophoto, on a une étape avant ça. C'est ce qu'on appelle le pré-traitement. Et ça consiste notamment à assembler la dizaine, voire centaine d'images qu'on a obtenues pendant la soirée. Ça se fait automatiquement via des logiciels qui détectent et alignent nos étoiles, puis empilent toutes nos photos. Une fois cette étape faite, on n'a plus qu'une seule image. Pour l'améliorer, on va effectuer plusieurs traitements, comme la réduction du bruit, l'augmentation des détails, la saturation des couleurs, ou encore la réduction des étoiles. Ici, on joue sur différents curseurs, et c'est à chaque astrophotographe de décider du résultat qu'il veut obtenir. Cette partie est très subjective, 2 astrophotographes qui traitent la même image obtiendront 2 résultats différents. Donc du coup, j'ai récupéré les photos qu'on a shootées au pic. J'ai fait aussi de mon côté mes photos. Et au niveau du traitement, donc j'ai traité les deux nécessairement séparément. D'abord en faisant de l'empilement, en additionnant toutes les images et en traitant de A à Z. Est-ce qu'on regarderait pas un petit peu le résultat? Ok, ça marche. Et on peut voir ça. Du coup, on a deux fichiers. Alors, je sais pas laquelle vous voulez voir en première, celle du T50 ou celle de mon setup. Eh ben, celle du T50, évidemment. Allez, T50, bah oui, carrément. Donc, Waouh. voici. Waouh. Génial. Elle est incroyable. Elle est incroyablement rouge. Oui. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, on a shooté en couleur normale, en RGB. Ouais. Donc l'astre ressort que rouge, il n'y a pas d'autre couleur. Vous verrez après que par rapport à mon image, c'est très différent parce que moi, je l'ai shooté avec des filtres en fausse couleur, en fait. On a passé en palette de Hubble, donc on n'a pas de que du rouge. Et on a quand même un bon gros plan sur les piliers ici. Ouais.
On voit qu'on a un plus grand champ de vue que le JWST ou Hubble, hein. Clairement, on voit beaucoup plus de la nébuleuse que Hubble qui zoomait dans l'image pour voir juste les piliers de la création. Non mais le résultat il est juste incroyable. Enfin, honnêtement je m'attendais pas du tout à cette qualité-là avec le T50. En sachant aussi que, je sais pas si vous vous souvenez, on n'a pas refait de mise au point. Donc la mise au point était assez bonne, mais elle n'était pas parfaite. Idéalement, il aurait fallu qu'on la refasse. Mais bon, voilà, on était claqués, on ne connaissait pas exactement le logiciel, etc. On trouvait que ça passait, donc ça a passé. Mais avec une mise au point vraiment parfaite qu'on aurait pu faire, qu'on pourrait faire, et surtout beaucoup plus de data, parce que 40 minutes, c'est rien, encore une fois, imaginez le résultat qu'on pourrait avoir encore plus que ça, quoi. Eh ben, c'est assez fou. On voit même toutes les grosses étoiles bleues là, qui justement ont sculpté les piliers de la création, hein, ce qu'on voit pas dans l'image de Hubble et du JWST, parce qu'elles étaient hors champ. Donc là, on les voit très très bien. C'est 50-100 étoiles qui sont les plus brillantes là dans le champ. Mais du coup, ça nous permet de comprendre un petit peu plus voilà, tout ce qui génère toutes ces structures et toutes ces formes dans la nébuleuse. Et je trouve ça beau, quoi. Et ben voilà. Et ben je pense qu'on peut s'auto-congratuler, s'applaudir mutuellement. Bravo. Car voilà. Yes. Et du coup, donc là, on a vu le résultat du T50 qui est incroyable, mais j'aimerais savoir s'il est possible de voir ce que tu as pu faire avec ton matériel, Laura. Yes. Donc vous allez voir, c'est complètement différent. Oh, très joli choix de couleur. Alors, qu'est-ce qu'on voit par ici ? Du coup, ouais, le cadre est vraiment différent parce que les piliers, là, pour le coup, ils sont plus petits. Ah ouais, ah oui, effectivement. Je zoomerai dessus un peu après. Donc voilà, comme je vous disais, les couleurs ont été transformées. Avec ça vient des filtres en fait que j'ai utilisés. Et c'est des filtres à bande très étroite, donc vraiment qui vont capturer que ce qu'on veut. Et donc c'est pas mal aussi pour gérer tout ce qui est pollution lumineuse. Alors nous, en haut, au pic, on s'en moquait un peu, mais chez moi, par exemple, ces filtres-là sont super cool. Parce que justement, on capte le signal et on capte pas la pollution lumineuse. Ok, et donc l'espèce de grand paysage bleu, là, c'est de l'oxygène? C'est le filtre à oxygène, c'est ça qu'on observe? Ouais, c'est ça. Ah, Il y a génial. oxygène, hydrogène et soufre. Donc on peut voir que les gaz et les poussières, en fait, sont... Alors certes, on a la nébuleuse qui est ici, mais en fait, des gaz et des poussières, souvent sur des nébuleuses de ce type-là, il y en a vraiment tout autour. Ça englobe complètement l'astre en lui-même. T'as réussi à faire disparaître aussi les petits traits de lumière laissés par les satellites. Ça vient du fait que quand tu les stacks, c'est ça? Ouais, c'est ça. Majoritairement, ils s'en vont, sauf quand on a vraiment des gros traits avec soit par exemple l'ISS qui laisse des gros traits ou des avions. Dans ce cas-là, je vais quand même les enlever avant de faire l'empilement parce que souvent, ça ressort encore un petit peu à la fin. Donc ça, c'est des photos que tu dois acheter, quoi. Ça, depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder mon écran et je suis en train de me dire, c'est juste dingue en fait les résultats qu'on peut avoir autant avec le matériel amateur que tu as de ton côté Laura et aussi le matériel pro qui est en fait les résultats sont juste c'est incroyable. Enfin, je suis désolée, waouh, ça me Ça fait des beaux fonds d'écran. Hein, ah ouais, c'est vrai que franchement, c'est vrai que ça fait des très bons fonds d'écran. Bien, merci beaucoup à vous deux, Sébastien et Laura. Ça a été vraiment une aventure incroyable. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver ces deux photos en description de la vidéo pour soit les mettre en fond d'écran de votre téléphone ou de votre PC, mais également peut-être les afficher dans vos toilettes. Voilà. Merci Witness, c'était super cool. Ouais, merci, c'était génial. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir le travail du Sense of Wonder sur leur chaîne YouTube et également la chaîne d'Astronomie Pratique. Et en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Merci d'avoir regardé en entier cet épisode du Vortex. Je voulais vous dire que pour nous soutenir, vous pouvez aller en description dans notre boutique retrouver cette magnifique horloge. On a aussi des mugs et des t-shirts sur l'épisode du brutalisme que vous pouvez retrouver. Donc voilà, allez faire un tour. Et puis abonnez-vous. Merci.